Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis avec le professeur Michel Mouillard de vous retrouver pour cette seconde conférence de l'Observatoire Crédit Logement CSA pour l'année 2025. Je remercie le professeur Michel Mouillard de nous faire partager, de nous faire profiter de son regard éclairé sur le marché de l'immobilier, qui est traditionnellement source de beaucoup de débats, de commentaires, d'analyses, et c'est probablement encore plus vrai dans la période actuelle d'incertitude. D'ailleurs, cette période d'incertitude va probablement vous inciter à poser pas mal de questions, en tout cas à vous interroger sur certains chiffres qu'on va vous présenter. N'hésitez pas à nous les partager. Nous serons ravis de pouvoir apporter des éléments de réponse. Alors, je me souviens, cher Michel, que nous nous étions quittés en janvier dernier sur une note d'optimisme modéré. Voilà, donc vous nous aviez fait part d'une année 2024 qui finalement avait marqué un rebond de l'activité sur le crédit immobilier. C'était un bon redémarrage, mais en même temps, on s'était quitté en janvier sur, et je me souviens de vos mots, un scénario qui était redevenu gris clair, en lien notamment avec les incertitudes économiques et politiques qui s'étaient faites jour. Alors nous, à Crédit Logement, on a plutôt observé une bonne dynamique sur le premier trimestre de l'année 2025. Est-ce qu'on doit en déduire que la tendance est finalement un petit peu plus positive que ce qu'on avait pu pressentir en début d'année, ou est-ce que finalement on reste sur ce scénario gris clair qui avait été mis en avant à la fin du mois de janvier? Donc quelles sont vos observations, cher professeur? Merci, monsieur le directeur général délégué. C'est un plaisir de répondre à votre question. Nous avions effectivement suggéré l'occurrence d'un scénario gris clair pour ne pas avancer un scénario gris. Cette fois-ci, nous ne parlerons pas non plus de scénario gris. Nous allons simplement rester ancré sur ce scénario gris clair. D'ailleurs, les évolutions de ces derniers mois montrent que la montée des incertitudes est générale. Elle n'est pas seulement propre à notre situation nationale, elle est aussi internationale. Ce qui vient brouiller un peu plus la lisibilité des évolutions. Mais je vous rassure tout de suite, d'abord, je suis très content que vous ayez une belle progression de votre activité. Mais je vous rassure tout de suite, cela était bien attendu. À la différence près, on va le voir que ce n'est pas parce que la progression a été rapide que les cicatrices du passé se sont refermées. Et ça, je crois qu'il faudra bien le conserver en mémoire. Sinon, on risque de se tromper dans les analyses et surtout considérer que le rayon de soleil du printemps est finalement annonciateur d'une formidable journée, alors que peut-être, et on connaît ça en Bretagne, les ondées et les averses vont revenir brouiller le paysage. Voilà. Donc, nous allons vous présenter les résultats du marché au premier trimestre. Nous allons à cette occasion-là, comme à l'habitude, dérouler tous les grands segments du marché. Et puis, nous finirons, comme cela est habituel, par un coup de projecteur prospectif. Et demain, qu'est-ce qui pourra se passer? On ne le sait pas, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on n'en parlera pas. Donc, sans surprise, nous avons un premier trimestre qui a encore une fois souligné la baisse des taux. 3,16% en moyenne sur le premier trimestre, avec un recul, je ne vais pas dire régulier, mais un recul mois par mois de l'ordre de 7 points de base sur le premier trimestre.
recul qui est comparable à ce qu'on avait pu connaître en 2024, mais avec des évolutions très différenciées. Un beau mois de janvier, 9 points de base inhabituels, hein, mais on l'avait dit, sans aucun doute, les établissements cherchaient à redonner de la vigueur à un marché qui était un peu tristounet. Et puis un mois de février, finalement surprenant, 2 points de base seulement de baisse. Et euh, dans le mensuel Crédit Logement CSA, on avait bien insisté sur le fait que la production, finalement, au mois de février, n'avait peut-être pas montré la même vitalité que ce qui avait été le cas au mois de janvier. Et puis le mois de mars a été un mois bien agréable, 9 points de base, et on termine donc le trimestre à 3,09%. 3,09%, souvenons-nous, en décembre, nous étions à 3,21. Hein, donc, non, 3,31, pardonnez-moi. Donc, ça signifie que là-dessus, nous retrouvons, et on le voit sur la courbe des taux, des situations qui sont des situations, je vais dire, presque confortables. Il n'y a pas beaucoup de surprises à cela. Nous avons eu la diminution du taux de la BCE, et puis nous avons eu aussi la diminution du coût des ressources d'épargne. Hein. Baisse du taux du livret A, baisse des taux de l'épargne administrée, baisse aussi des conditions faites par les établissements bancaires sur l'épargne non administrée. Bon, mais les taux ont baissé, et on va y revenir. Et c'est pas récent, ça fait quand même 1 an et demi que les taux baissent. Et pourtant, les taux des obligations montent, continuent de monter. Alors, ils montent de manière irrégulière en dents de scie, bien sûr, mais quand on regarde sur une période qui est une période de plusieurs années, on s'aperçoit que le mouvement des taux des crédits immobiliers n'est absolument pas en phase avec l'évolution du taux des ressources obligataires. En revanche, il l'est, et on le reverra par la suite, avec les taux de la BCE et les coûts des ressources d'épargne. Mais c'est vrai, Michel, la baisse des taux sur le mois de mars, vous l'avez mentionné, elle est quand même assez forte, hein, puisqu'on perd 9 points de base finalement sur le seul mois de mars. Est-ce qu'aussi on peut, vous avez mentionné cette volonté finalement des établissements bancaires de rester très présents sur le marché du crédit de l'immobilier. Est-ce que c'est pas aussi finalement une symbolique forte par rapport à ça, et ça démontre finalement cette volonté de ces établissements de crédit d'être très présents sur ce marché? Oui, bien sûr, on va le voir. On le répète régulièrement, ce n'est pas autre chose que l'engagement des établissements bancaires de porter à bout de bras la relance des marchés immobiliers, puisqu'on n'a rien vu du côté jusqu'au début du mois d'avril, grâce à l'énergie et à la ténacité de Valérie Létard. Sinon, on n'aurait rien vu en termes de soutien au marché. Le neuf, l'ancien, et puis le marché des travaux, bon, c'est une autre histoire. Mais bon, oui, derrière, il y a bien cette volonté, mais surprenante parfois, lorsqu'on voit les différences qui ont pu intervenir dans les mouvements des taux d'un mois sur l'autre, et on va voir que la surprise est tout aussi grande. Regardons nos produits phares, hein, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Alors, nous avons donc 22 points de base de baisse entre décembre 2024 et mars 2025. Si on regarde, finalement, pratiquement toutes les durées ont bénéficié de ça. Par exemple, 24 points de base sur le 25 ans et sur le 15 ans. Donc, finalement,
on ne verrait pas simplement en regardant la duration à l'origine de différences fondamentales dans l'évolution des taux. Néanmoins, lorsqu'on regarde à l'intérieur de chaque tranche de durée, enfin de chaque niveau de durée, pardon, on s'aperçoit que le traitement qui a été réservé aux différents groupes d'emprunteurs est un traitement un peu différent. Je rappelle, on divise donc chaque durée en 4 sous-populations de taille égale, 25% à chaque fois. Le premier groupe, c'est donc le groupe des emprunteurs qui présentent les meilleures conditions, généralement, en termes de taux, en termes d'apport personnel, en termes de taux d'apport personnel, en termes de revenus, etc. En revanche, le quatrième groupe, ce sont les ménages qui sont à la limite des taux d'apport personnel nécessaires pour réaliser et qui se trouvent plus volontiers sur des tranches de revenus plus basses. Eh bien, on s'aperçoit que l'augmentation, la baisse des taux sur les prêts à 25 ans, si on prend le deuxième et le troisième groupe, c'est 31 points de base, ce qui est énorme. 31 points de base pour le troisième, 33 pour le 20 ans. En revanche, si on prend le quatrième groupe, c'est 19 points de base seulement. Et donc, depuis décembre 2024, on a vu évoluer de manière différente les conditions de taux qui sont proposées à chaque catégorie de clientèle. Auparavant, on le voyait, mais pas de manière aussi nette et marquée. Cela ne signifie pas que les établissements bancaires boudent, ne traitent plus, ne reçoivent plus les demandes de prêts de la part de ménages qui sont des ménages à revenus plus faibles, à apport personnel plus faible. Cela signifie qu'aujourd'hui, compte tenu des évolutions que l'on a pu constater, et notamment, j'insiste bien là-dessus, de cette montée générale des incertitudes, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur les métiers de la banque et sur l'économie en général, on s'aperçoit que cette transformation produit des conséquences. Pour autant, en mars 2025, les 2/3 des emprunteurs ont obtenu des taux inférieurs à 3%. Voilà, c'est tout de même une situation qui méritait d'être soulignée, parce que ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu cela. Et cette évolution des taux, comme à l'habitude, elle doit être regardée au travers de celle des durées. Il se trouve que sur le premier trimestre, la durée s'établit à 249 mois. C'est une stabilité à peu près remarquable depuis près d'un an. Et quand on regarde cette courbe d'évolution, on s'aperçoit qu'on est parvenu aujourd'hui à des niveaux de durée qui sont sans aucune commune mesure avec ce qu'on avait pu connaître par le passé. Alors au passage, pour les observateurs attentifs, tout le monde aura pu remarquer que nous avons choisi de réduire la durée de présentation des différentes courbes d'évolution. Non pas qu'on a quelque chose à cacher, je le dis tout de suite, mais tout simplement, ça devenait illisible sur les graphiques. Voilà. Et donc, on a trouvé que 10 années, c'était pas mal pour apprécier les évolutions. Bon, toujours est-il que au mois de mars, lorsqu'on compare à ce qui s'est passé ce qui se passait en décembre 2023, pourquoi décembre 2023 ? Eh bien, c'était avant le début de la rebaisse des taux, si je peux le dire ainsi. Eh bien, l'annuité a reculé de 10%. Alors c'est bien, tout le monde est content. Beaucoup trouveront que
Là, sans aucun doute, se trouve l'origine de la bonne tenue des marchés. On est toujours un peu prudent là-dessus, tout simplement parce que, souvenons-nous que cette annuité de mars 2025, elle est quand même encore en, supérieure de 19,9% à celle qu'on connaissait en décembre 2021. Alors pourquoi décembre 2021 ? Tout simplement, vous vous souvenez, les moments de grand désordre qui avaient conduit, et notamment cette reprise de l'inflation qui avait conduit la BCE à modifier sa stratégie au printemps 2022 et donc à entraîner des évolutions qui sont des évolutions sur les taux que personne n'a beaucoup appréciées. Bon, alors tout de même, conservons cela en mémoire parce que vous allez voir que tout cela a quand même une logique. Près de 20% de différence entre l'annuité d'aujourd'hui et celle de décembre 2021. On ne peut pas imaginer que cela n'ait pas eu un impact sur le marché. Toujours est-il que l'évolution des structures de la production de crédit par durée des prêts accordés se poursuit. Et donc, quand on regarde, en mars, nous avons 68% des prêts qui sont octroyés sur des durées de 20 ans et plus. Alors, rappelons que en 2019, alors pourquoi 2019 ? Bien, parce que il s'est passé quelque chose en décembre 2019. La fin de l'année 2019, la production à plus de 20 ans représentait 48,1%. Donc, il s'est quand même passé quelque chose en termes d'allongement des durées. On l'a vu autrement. Mais je vais attirer l'attention sur un point, on le dit à chaque fois. Ce sont les jeunes emprunteurs, notamment les moins de 35 ans, qui bénéficient le plus largement des durées les plus longues. Si on prend les moins de 35 ans, par exemple, nous avons 78,4% des emprunteurs qui ont obtenu un prêt à plus de 20 ans. Bon, en revanche, si on prenait les 45-55 ans, c'est 42,7% qui ont un prêt à plus de 20 ans. Évidemment, si on prenait les 65 ans et plus, c'est 7%. Il se trouve que, et cela est remarquable, depuis 4 ans, 5 ans, la structure de la production accordée aux moins de 35 ans s'est déplacée beaucoup plus vite que pour les autres ménages vers les durées longues. Les durées longues, plus de 20 ans. Alors que cette déformation a été beaucoup plus lente, beaucoup moins marquée pour les plus de 45 ans. Alors, ça interpelle tout de même parce que, souvenons-nous, la recommandation de décembre 2019 s'efforçait notamment de réduire la durée des engagements. Or, les engagements les plus longs sont en faveur des jeunes ménages, jeunes accédants, jeunes primo-accédants à la propriété. Et donc, en fait, il est quand même notable que les établissements ont tout de même cherché à maintenir une large partie de la production pour soutenir cette catégorie d'emprunteurs qui constitue quand même un morceau important de l'activité de prêt aux particuliers qu'ils ont à réaliser régulièrement. Bon, alors, les évolutions étant ce qu'elles sont sur les taux et les durées, le reste des variables macroéconomiques concernant la demande.
Bon, alors on note, et là, cela est maintenant suffisamment visible, que l'augmentation des prix des logements, neufs et anciens, se traduit par une augmentation des coûts des opérations réalisées, à un rythme qui est un rythme, on le voit, euh, qui est maintenant très largement supérieur au 0%. Donc après une année 2024 qui avait connu une inflexion dans la courbe des prix et des coûts des opérations, nous avons ici une remontée nette et rapide. Dans le même temps, l'apport personnel recule. L'apport personnel recule, il recule de manière sensible. Euh, ça signifie que quelque chose est en train de se passer sur le marché, euh, pas sur tous les compartiments du marché, on va le voir, mais quelque chose s'est passé. Ça se passe depuis 6 mois à peu près. La structure de la production se transforme lorsqu'on la regarde du côté des catégories d'emprunteurs. Pour autant, les évolutions de l'apport personnel qu'on a pu noter depuis 6 ans, ces évolutions font que le taux d'apport personnel d'aujourd'hui est de 40,7% supérieur à ce que l'on constatait à la fin de l'année 2019. Bon, il est clair que si l'apport personnel, si les contraintes, les exigences en matière d'apport personnel s'élèvent, cela restreint la taille du marché. Et on va voir, on l'a vu, on l'a souligné à moult reprises, la baisse des taux, c'était bien, mais les évolutions de l'apport personnel, je ne vais pas dire que c'est mieux, mais c'est tout aussi bien. Alors, au global, c'est là que, qu'on voit les conséquences de ce qui s'est passé, notamment au premier trimestre. Alors oui, bien sûr, le premier trimestre a été un beau trimestre en termes d'évolution. Pour autant, en glissement trimestriel, donc on compare le premier trimestre 2025 au quatrième trimestre 2024, la production n'a progressé que de 1,8%. Et le nombre de prêts que de 3%. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une belle fin d'année 2024. L'année 2024 n'avait pas très bien commencé, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, et elle a bien terminé. Et conséquence de cela, quand on regarde, nous avons un premier trimestre en glissement annuel qui est un trimestre à rythme de progression soutenu. Si on prend la production, 48,4% de hausse. Si on prend le nombre de prêts, 52,8% de hausse. Là, nous voyons bien que nous avons eu finalement, même s'il y a eu quelques incertitudes, quelques hésitations, comme le premier trimestre 2024 avait été très mauvais, nous avons un premier trimestre 2025 qui est très bon. Et au niveau annuel glissant, tout le monde est satisfait. D'ailleurs, tous les indicateurs le confirment. La production de crédit, 27,2%. Le nombre de prêts, 44,2, oui. 2%. Voilà. Ah oui, je l'ai là aussi. C'est bête. Néanmoins, regardez le nombre de prêts, la courbe relative au niveau annuel glissant du nombre de prêts. On voit bien que même avec un très bon premier trimestre, faisant suite à un très bon quatrième trimestre, on est quand même en deçà de ce qu'on a pu connaître par le passé. Si on compare le mois de mars 2025, eh bien, on est à 25% de moins
que l'activité qu'on a pu connaître de 2016 à 2019. Donc tout à l'heure, je vous disais, souvenons-nous, 19,9% d'annuité aujourd'hui supérieure à ce qu'on pouvait connaître, par exemple, à la fin de l'année 2021. Ben oui, nous avons eu une reprise. Nous avons une reprise. Je ne sais pas encore si ce n'était qu'une embellie, mais nous avons une reprise. Et cette reprise, pour autant, n'a pas encore cicatrisé toutes les plaies de la chute d'activité que l'on a connue à partir du début de l'année 2020. Alors, quand on regarde marché par marché, alors là, on va voir des différences apparaître, tout simplement parce que si l'évolution des revenus a été à peu près comparable, si l'évolution des taux est à peu près comparable, etc., entre le marché du neuf et l'ensemble du marché, pour autant, le niveau de l'apport personnel a progressé de manière rapide, très rapide au premier trimestre, plus 18,2% en glissement annuel, après moins 8,6% en 2024. Bon, qu'est-ce qui se passe derrière cela? Il se passe derrière cela que nous avons un premier trimestre qui finalement a été mi-figue, mi-raisin. Alors certes, la demande est toujours très forte, très présente sur le marché du neuf. On l'a bien vu sur le secteur de la promotion immobilière ou sur les ventes des constructeurs de maisons individuelles. Pour autant, nous n'avons pas encore gommé, encore une fois, ce qui s'était passé. Et ça signifie que ceux qui sont revenus dans ce premier trimestre sont ceux qui ont vu des opportunités se présenter. Des constructeurs de maisons individuelles qui ont modernisé leur offre, qui ont amélioré leur démarche commerciale, etc. Des promoteurs qui ont avancé de nouveaux programmes et qui ont pu prospecter de nouvelles clientèles. Pour autant, ce n'est pas ça qui a encore totalement modifié la structure du marché, l'activité du marché. Alors, quand on regarde, on s'aperçoit d'ailleurs que les offres bancaires qui avaient soutenu jusqu'à présent le marché, finalement, ont continué à préserver la part des moins de 35 ans dans le marché. Paradoxalement, l'évolution de l'apport personnel s'est accompagnée d'un déplacement de la production vers les moins de 3 SMIC, parce que le niveau de revenu n'est pas forcément associé à un taux d'apport personnel, à un niveau d'apport personnel. Ne serait-ce que parce que la production s'est géographiquement déplacée. La relance de la construction de maisons individuelles, je dirais, c'est pas dans le centre des grandes agglomérations, des grandes métropoles. On trouve ça beaucoup plus volontiers sur des villes moyennes, des petites villes ou un espace rural. Conséquence de l'histoire, nous avons un déplacement de la clientèle avec cette évolution de l'apport personnel. Et il se trouve que, à la différence de ce qui s'est passé sur l'ensemble du marché, la production au premier trimestre était en recul de 1,5%. Et le nombre de prêts était en recul de 1,3%. Alors recul, non. Attentisme, oui. Parce que certes, nous avons vu revenir des catégories d'emprunteurs, des catégories de ménages, mais une partie des accédants à la propriété a aussi compris que le nouveau prêt à taux zéro était disponible à partir du 1er avril. Ce n'était pas un poisson, c'était un nouveau prêt à taux zéro. Et il se trouve que nous l'avons vu. Et justement, là-dessus, Michel, c'est parce que c'est vrai que pour moi, c'était une petite surprise. On avait dit notamment dans la conférence du mois de janvier que le marché du neuf, après avoir atteint un point très 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 bas par le passé, avait rebondi un petit peu plus vite d'ailleurs Oui. sur l'année 2024.
Donc là, de ce que je comprends, on a une forme d'effet report, une forme dans l'attente D'attentisme. d'attentisme par rapport, comme vous l'indiquez, alors c'était pas effectivement un poisson d'avril, par rapport au nouveau PTZ, notamment qui s'est mis en place début avril. Et on voit bien que ce n'était qu'un attentisme, puisque le premier trimestre en glissement annuel, c'est quand même 47,8% sur la production et c'est 56,3% sur le nombre de prêts. Donc, ce qui fait que nous avons toujours une évolution de l'activité qui est soutenue. Pour autant, c'est pas comme avant. Dans l'ancien, en revanche, dans l'ancien, qu'est-ce qui se passe? Dans l'ancien, c'est un peu autre chose, hein, puisque c'est pas du côté des revenus, du côté des coûts des opérations que les opérations se sont singularisées, c'est du côté du niveau de l'apport personnel qui recule. Un premier trimestre avec un recul de 12,1%. Alors, derrière ça, certes, nous avons une augmentation des coûts des opérations qui est soutenue. Nous avons aussi une délocalisation des opérations. Les marchés ne se comportent pas de façon comparable entre l'Île-de-France et la province d'une part. C'est la province qui tire le marché et à l'intérieur de la province, ce sont plus volontiers les villes moyennes villes moyennes ou les petites villes qui ont tiré le marché. Donc cela a comme conséquence que les coûts des opérations sur ces territoires n'étant pas exactement les mêmes que ceux qu'on pouvait trouver sur les grands espaces urbains, les niveaux d'apport personnel mobilisés sont plus bas. Ce qu'on voit autrement, puisqu'on n'a pas eu finalement de modification fantastique dans la répartition des emprunteurs par tranche d'âge, voire par niveau de revenu. Les grandes évolutions étaient déjà intervenues entre 2021 et 2023. Et puis, à partir de 2024, on va dire que les grandes évolutions ont laissé la place plutôt à une relative stabilisation des structures. Et donc, ce qui correspond à la particularité du premier trimestre, ce n'est pas une déformation de la structure des clientèles, c'est cette baisse de l'apport personnel qui est associée en même temps à une dynamique d'expansion plus rapide du marché. D'ailleurs, quand on regarde le premier trimestre, à la différence de ce qui se passe dans le neuf, en glissement trimestriel, la production, c'est plus 12,7% sur l'ancien, et le nombre de prêts, c'est 13,3%. Alors que nous avions quand même une fin d'année qui était une fin d'année 2024, qui était pas mauvaise du tout, en termes d'évolution de l'activité de prêt à l'ancien et du marché de l'ancien. Pour autant, le premier trimestre a rajouté une couche. Ce que tout le monde voit, parce que tout le monde s'émerveille un petit peu de ce qui se passe. Oui, il faut lire la presse. Tout le monde s'émerveille un peu de ce qui se passe sur le marché de l'ancien, des évolutions d'activité, etc. Oui, bien sûr. D'ailleurs, quand on prend le premier trimestre en glissement annuel, comme nous avions eu un premier trimestre 2024 qui était apocalyptique, presque. Là, on est vraiment... Voilà, nous sommes sur des progressions qui sont des progressions de plus de 50% et sur la production et sur le nombre de prêts. Donc, nous avons une évolution de la production au niveau annuel glissant à plus de 20% et sur la production et sur le nombre de prêts. Pour autant, encore une fois, gardons la tête froide, comme on dit. En avril, ne
ne découvre pas d'un fil. Voilà. Nous avons tout de même un nombre de prêts qui, au mois de mars, reste de 26% inférieur à la moyenne, qui est la moyenne qui avait été observée de 2016 à 2019. Donc, nous avons certes eu un rebond d'activité, mais ce n'est pas pour autant qu'on a retrouvé les belles journées de vente et d'activité des marchés qu'on pouvait connaître dans la seconde moitié des années 2010. Alors généralement, on attache une petite importance à l'évolution qui est l'évolution de la capacité des ménages à acheter, tout simplement parce que, on le sait, derrière les évolutions des taux, des durées, il y a les spécificités des marchés. Hein. Et les spécificités des marchés, sont des coûts d'opération différentes et des évolutions différentes entre les grandes catégories de villes. Et puis, ce sont aussi des niveaux de revenus différents d'une ville à l'autre. Donc, bon, il se passe généralement, on observe généralement des évolutions différentes entre les villes. Bon, pour autant, hein, sur longue période, nous avions bien eu une amélioration sans aucun problème de la capacité des ménages à acheter, hein, puisque entre 2011, le début de l'année 2011 et le premier trimestre 2025, la durée moyenne, enfin la surface moyenne achetable s'est accrue de 13,6 mètres carrés. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est guère surprenant parce que tous les indicateurs qui sont les indicateurs qui contribuent à la formation de la capacité de la demande s'est améliorée. Que ce soit la durée des prêts, hein, la durée des prêts entre 2011 et 2025, c'est 36 mois de plus. Que ce soit l'évolution de l'apport personnel, puisque le taux d'apport personnel était quand même beaucoup plus élevé en 2011 qu'il ne l'est encore aujourd'hui, hein, même du côté des taux des crédits immobiliers. Et d'ailleurs, quand on regarde l'annuité moyenne, hein, elle est aujourd'hui de 17% inférieure à celle qu'on pouvait observer au début de l'année 2011. Donc tout, au niveau macroéconomique, a permis de réaliser cela. Mais quand on regarde au niveau des villes, ça ne s'est pas passé partout de la même façon. Et regardons simplement ce qui s'est passé au cours des derniers mois, hein, depuis le début de 2024 et aujourd'hui. La surface achetable s'est accrue dans 80% des villes. Alors pour comprendre ça, souvenons-nous que nous avons eu une baisse des taux, nous avons eu un allongement des durées, mais nous avons eu aussi une remontée des prix. Et donc les villes, finalement, où les prix n'ont pas connu de fortes pressions, sont des villes, finalement, où nous avons eu une augmentation de la durée plus rapide. Au cours de l'année écoulée, la surface, qui est la surface moyenne, s'est accrue de 3,4 mètres carrés. Alors, la surface s'est accrue beaucoup plus fortement, par exemple, sur Lyon, sur Villeurbanne ou sur Saint-Étienne. Ben oui, ce sont trois villes qui ont connu une poursuite de la baisse des prix, de l'ordre de 3 à 4%. La surface s'est aussi accrue sur des villes comme Bordeaux, Besançon ou Grenoble.
pour des raisons à peu près comparables, même si certaines villes sont des villes qui ont connu des reculs de prix, euh, tenant notamment à, à la moindre attractivité que les marchés présentent pour les clientèles. Tout le monde a reconnu dans les 3 villes que j'ai citées là, une des villes qui est concernée par cela. Et puis en revanche, durant l'année écoulée, nous avons des villes où les prix ont progressé rapidement, plus de 5% sur Annecy, sur Brest ou sur Toulon, où là, nous avons, finalement, nous avons un recul de la surface achetable. Et puis, c'est vrai aussi, avec des hausses de prix beaucoup plus modérées, de l'ordre de 1%, sur Nice, sur Montreuil ou sur Montpellier, où nous avons aussi un recul de la surface achetable. Donc la capacité à acheter, l'indicateur de solvabilité de la demande au niveau territorial, oui, il y a les évolutions macroéconomiques, les taux, les durées, etc., et les spécificités des marchés correspondants. Alors maintenant, arrivons-en sur nos éléments de conclusion. On le sait que depuis l'automne 2024, quelque chose se modifie dans le marché. Nous avions noté justement au début de l'année que 2 grands indicateurs étaient des indicateurs qui présentaient des évolutions propices à l'expansion des marchés en 2024. C'était la demande de crédit à l'habitat, l'indicateur de la Banque de France, ou les intentions d'achat de logement, l'indicateur de l'INSEE. Il se trouve que depuis l'automne 2024, depuis la décembre 2024, ces 2 indicateurs se dégradent. Alors pour l'heure, ça n'a pas encore eu d'incidence très forte sur la production, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Pour autant, ça signifie que des moteurs, qui étaient les moteurs qui alimentent la dynamique de la demande, se grippent progressivement. Ce n'est pas surprenant, hein. La montée des incertitudes, c'est aussi pour les ménages la montée de l'inquiétude. Et on va le retrouver dans les éléments macroéconomiques. Pour autant, voyons bien que de toute façon, tous les indicateurs nous disent la même chose, hein, que ce soit Crédit Logement CSA, en termes de production de crédit en niveau annuel glissant, et même l'indicateur de la Banque de France, le mensuel de la Banque de France, qui, 3 mois après, a retrouvé des valeurs d'évolution positive, avec, toujours pareil, depuis 2 ans, 3 ans, un parallélisme d'évolution qui est tout à fait remarquable, même s'il a été décrié par certains, mais peu nous importe. Alors maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe en avril. En avril, c'est un mois qui a bénéficié finalement du taux à 2,65% de la BCE. C'est un mois qui a bénéficié de l'érosion des ressources d'épargne, mais c'est un mois qui, on le sait, ne bénéficie pas d'une bonne tenue des taux de l'OAT, hein, puisque au contraire, ça monte. Pour autant, les taux des crédits ont continué à baisser un peu. 2 points de base. Alors, 2 points de base, c'est pas beaucoup, hein. Rappelons 9 points de base au mois de mars. Et quand nous avions préparé cette conférence de presse avec Fabien, on avait envisagé 2 scénarios. On ne savait pas ce qui allait se passer sur les taux. On avait dit, voilà, il y a 2 scénarios possibles. Ou le mois d'avril,
au 15 avril, nous dit que finalement les taux ont légèrement remonté. Ce qui serait un peu logique dans le climat d'incertitude, les inquiétudes que les établissements de crédit ont eux aussi, la dégradation de la profitabilité des opérations de prêt, ou bien on a encore une petite baisse des taux. Cette petite baisse des taux nous dira que finalement, euh, les établissements n'ont pas encore totalement perdu espoir, mais qu'ils sont prudents, très prudents. C'est finalement cette configuration qui est ressortie et qui, on le voit, c'est la courbe en bleu, les taux des crédits immobiliers, Crédit Logement CSA, continuent à reculer, à poursuivre son petit bout de chemin, comme finalement toutes les courbes, que ce soit le refinancement de la BCE, le taux d'usure, etc. D'ailleurs, Michel, sur les taux, c'est peut-être une, une tendance qui pourrait un peu s'installer dans le temps, non? Tendance, c'est-à-dire Une tendance de stabilisation finalement tout des à fait, taux de crédit immobilier. tout à fait, tout à fait. Alors, pour le moment, quand on regarde l'environnement macroéconomique des marchés, euh, on est quand même un petit peu prudent sur la suite de l'histoire, puisque tous les scénarios macroéconomiques des banques sont sur finalement une nouvelle détérioration du rythme de croissance du produit intérieur brut dans la croissance économique. 0,6% au mieux, d'accord. Euh, je rappelle que quand ces scénarios sont sortis, c'est-à-dire seconde quinzaine du mois de mars, euh, tout le monde avait presque tous les éléments, sauf que personne ne savait trop quel serait le rythme d'ajustement des droits de douane que l'administration américaine allait imposer. Mais tout le monde avait bien intégré, presque tout le monde, pas la Banque de France ni le ministère de l'économie, mais ça, c'est classique. Tout le monde avait intégré le risque sur la croissance. Il est probable que le risque va se concrétiser. Peut-être que la croissance sera un petit peu plus faible, mais ce n'est pas la croissance de 2025. L'OCDE qui a sorti fin mars ses perspectives économiques pour le CDE, évidemment l'OCDE, ses perspectives pour l'OCDE, bon, ça va de soi, euh, avait intégré aussi la potentialité de la guerre des droits de douane et avait noté que de toute façon, nous serions en France sur une croissance en 2025 0,6, 0,7. Voilà, donc pas de problème là-dessus. En revanche, c'est après, parce que quand on regarde des scénarios, par exemple, euh, ceux de l'administration, que ce soit la Banque de France ou le ministère de l'économie, on a l'impression que ça s'améliore après. Le scénario de la Banque de France nous disait que finalement, après une mauvaise année 2025, on allait retrouver un rythme de croissance à plus d'un point à partir de 2026. Il n'y a pas beaucoup de scénarios macroéconomiques qui disent cela. Donc là, le scénario sur lequel on se fonde, c'est un scénario de maintien d'une croissance molle 0,6, 0,7% en 2026. Donc ça signifie du coup une remontée du chômage et une stagnation du pouvoir d'achat des ménages. Alors dans ce cas de figure-là, le risque, c'est des tensions inflationnistes supplémentaires. Ce qui s'est passé sur le mois de mars nous dit qu'il n'y a pas trop de risques. Ce qui se passe sur le prix de l'énergie au mois d'avril nous dit qu'il n'y a peut-être pas de risque immédiat, mais les conséquences des augmentations de prix consécutives
aux évolutions des droits de douane ne sont pas encore écrites dans les indices de prix. Donc le risque de, d'un, pas d'un dérapage, mais d'une reprise temporaire de l'inflation ne peut pas être écarté. La BCE ne l'écarte d'ailleurs pas, même si récemment la BCE a dit qu'elle serait toujours là. On peut faire confiance à Christine Lagarde, hein, comme on faisait confiance à Mario Draghi, mais pas au précédent président de la BCE. Ils ont soutenu à bout de bras les marchés à chaque fois qu'il fallait le faire. Mais pour autant, dans la configuration actuelle, compte tenu de ce qui se passe, on craint que la BCE ne réduise que de manière prudente ses taux de refinancement à l'avenir. Donc on s'attend à peu près comme tout le monde à une baisse de 25 points de base au deuxième trimestre, mais peut-être pas plus grand-chose après, d'ici la fin de l'année. Dans ce cas de figure, qui est celui que l'on retient, cela signifie que nous aurions une petite bosse sur le taux des crédits immobiliers aux particuliers, une petite remontée du deuxième trimestre. Au premier trimestre, nous étions à 3,16, nous n'excluons pas à 3,25. Mais ce serait une petite remontée éphémère, puisqu'on finirait l'année à 3,05 et on resterait à 3,05, ce que vous disiez, Fabien, pratiquement sur 2026. Les taux ne bougeraient plus. Donc ça signifie qu'un des moteurs, est grippé. Comme la demande est inquiète, comme la demande hésite, on peut penser que les ajustements de l'activité des marchés seront des ajustements qui correspondent plus. C'est vous qui aviez cette belle formule anglaise, mais vous êtes polyglotte, le soft landing. Le fameux soft landing. Allez. Mais bon, pour finir, ça signifie que du côté de la production de crédit immobilier aux particuliers, on a une production qui, en 2025, va bénéficier finalement d'un profil intra-annuel totalement différent en 2025 de celui de 2024. 2024, ça avait été un premier trimestre, voire un premier semestre calamiteux, puis une fin d'année, une suite de l'année, une fin d'année merveilleuse. Là, nous allons avoir un début d'année qui est un début d'année intéressant. Et puis après, nous aurons certainement quelques flottements, quelques hésitations. Mais l'un dans l'autre, ce profil intra-annuel étant cela, nous aurons une année 2025 meilleure que ce que 2024 fut. Voilà. Mais encore une fois, même si 2025 connaît une amélioration, en volume, la production de crédit restera de 25% inférieure à celle que l'on a connue entre 2017 et 2023. Donc oui, du mieux, c'est pour ça, mais le mieux n'est pas l'excellent. Voilà. Merci beaucoup, Michel. J'imagine que vous avez peut-être pas mal de questions par rapport à tout ce qu'on a pu mentionner, commenter au niveau des chiffres. Donc, on peut en prendre... Pour lancer d'ailleurs moi le débat des questions, d'ailleurs Michel, j'en ai moi déjà une. C'est l'actuel contexte de marché peut-il finalement remettre en question, vous avez beaucoup évoqué ce coût des opérations qui progressait, est-ce que l'actuel contexte de marché peut remettre en question finalement la remontée du coût des opérations observées? Non, de ce côté-là, on ne revient pas sur les analyses qu'on avait pu présenter par ailleurs. La remontée des prix
hein, et donc des coûts des opérations, est inscrit dans le paysage. On le voit bien, la diffusion des hausses de prix se poursuit sur l'ensemble du territoire. Là où nous avions encore des hésitations, au mois de mars, pratiquement tous les indicateurs de prix de l'ancien, maisons, appartements, sont en hausse. Voilà. Donc, il y a encore quelques villes qui traînent leurs petits pieds, mais elles traînent leurs pieds en niveau annuel glissant, pas en évolution trimestrielle. Voilà. Donc, ce qui fait que là-dessus, non, nous n'avons pas, on ne remet pas cela en cause. Ça signifie en revanche que le rythme de l'évolution va ralentir sans aucun doute si la situation des marchés immobiliers est une situation qui a à souffrir de la moindre vivacité de la production de crédit. Mais souvenons-nous que nous sommes dans des périodes qui sont des périodes de réajustement. Quand on est à un quart d'activité en dessous de ce qu'on pouvait connaître il y a encore une demi-douzaine d'années, il s'est passé quelque chose. Et si on prend, j'en finis là-dessus, si on prend simplement les évolutions, je ne parle pas du marché du neuf parce que c'est à part, mais quand on regarde l'évolution des clientèles sur le marché de l'ancien, ce qui a été perdu en 2024, ce ne sont pas des secondo-accédants, ils sont toujours là. Ce sont les primo-accédants qui sont sortis du marché et qui ne reviennent pas. Alors, on a quelques questions. Oui. Je vais vous les lire si vous le voulez bien, Michel. Donc, il y a une question de Henrik. Bonjour, pouvez-vous expliquer comment la baisse des taux OAT a affecté les taux des crédits immobiliers en mars 2025 et quel devrait être leur effet sur les taux des crédits immobiliers sur l'année entière? Si je prends le taux à 10 ans, pour mémoire et sauf bêtise de ma mémoire à moi, on a beaucoup plus eu l'impression que les taux de l'OAT au niveau mensuel montaient en mars qu'autre chose. Alors, ils ont hésité, bien sûr. Le mois de mars a été un mois un peu perturbé. Mais quand on regarde ce qui se passe depuis novembre, décembre 2024, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Je n'ai pas vraiment eu l'impression qu'on avait eu une baisse des taux de l'OAT. Certes, le mois d'avril nous a dit pour le moment que nous avions un léger recul. Entre le début du mois d'avril et aujourd'hui, nous avons, je crois, 20 points de base de diminution du taux de l'OAT, à peu près, quelque chose comme ça. Le mois de mars devait être aux alentours de 3,43. On est monté un peu plus de 3,40 en mars, effectivement. Oui, non, mais en niveau moyen, mensuel moyen. Et là, on est à 3,23, 3,24. Voilà, bon. Donc, moi, je n'ai pas l'impression que la baisse des taux... En fait, Henrik rebondit, il dit même, il voulait parler de la remontée des taux, en fait, et non pas de baisse. Je crois. Non, mais là, j'explique tranquillou, quoi. Maintenant, j'insiste sur ce que je disais tout à l'heure. Je ne l'ai pas mise là, tout simplement parce que nous ne croyons pas au lien entre le taux de l'OAT et les taux des crédits immobiliers. Mais si nous avions mis sur le graphique que j'ai remis en projection, si nous avions remis le taux, qui est le taux des OAT, nous aurions vu que là où la courbe en bleu, le taux des crédits immobiliers aux particuliers, s'est infléchi à partir de l'automne 2023, la fin de l'année 2023, eh bien, le taux de l'OAT a continué à monter. Et c'est le seul qui a continué à monter. Tous les autres ont reculé. Que ce soit la courbe en jaune,
le taux d'usure, que ce soit la courbe en noir, hein, le coût le taux de rémunération de l'épargne des ménages, ou que ce soit la courbe en rouge, qui est celle du taux de refinancement de la BCE. Voilà, donc moi, j'y vois pas beaucoup de liens clairs. Alors, on a une autre question sur, là aussi, on reste sur la thématique des taux. Par l'intermédiaire de la remontée de l'OAT 10 ans, la bosse des taux de crédit immobilier que vous évoquez au deuxième trimestre est-elle, selon vous, un dommage collatéral de la guerre commerciale du président Trump? Je crois que là-dessus, on a montré au fil des scénarios qu'on présente d'un trimestre sur l'autre qu'on est attentif aux événements qui sont les événements qui se produisent, mais qu'il y a des tendances de fond. Et que les évolutions qui sont les évolutions que l'on a notées et sur lesquelles on avait commencé à insister en octobre 2024, sur lesquelles on a rajouté une grosse couche en janvier 2025, on avait bien noté que ce qui caractérisait les situations, c'était la montée des incertitudes. C'était le risque de ralentissement de l'économie. Notable, hein, même s'il y en a qui ont mis 6 mois pour s'apercevoir. Hein, voilà, bon. Et en plus, incertitude, montée de l'incertitude des agences économiques. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a plus grand monde qui mettrait de côté les conséquences que l'inquiétude des agents économiques et les conséquences que ça a sur leurs indicateurs de sentiment. Il n'y en a pas beaucoup qui mettraient ça de côté pour essayer de comprendre ce qui se passe sur les marchés. Bon alors oui, la guerre qui est ouverte par l'administration américaine a un impact. Ça rajoute une couche d'incertitude supplémentaire. Mais quand on regarde si c'est l'environnement international, souvenons-nous quand même que en janvier, si on faisait la liste de ce qui se passait entre le conflit au Moyen-Orient, le conflit sur une partie de l'Afrique, le conflit en Ukraine, plus les incertitudes dans la mer de Chine, etc., on ne pouvait pas être assuré que le monde était un monde de tranquillité et que un truc supplémentaire, les droits de douane, allait venir brutalement et subito presto remettre un grand coup dans la fourmilière de la tranquillité de tout le monde. Non, c'est une couche supplémentaire. Donc, le coup de la petite bosse, parce que c'est bien d'avoir noté cette petite bosse, le coup de cette petite bosse, c'est effectivement la surréaction certainement que beaucoup d'agents économiques vont avoir. Je le disais tout à l'heure, hein, je crois que nous en avions parlé avec Fabien, peut-être va-t-il me dire que jamais nous en avions parlé, vous connaissez l'histoire des services secrets. Hein. Lorsque nous avions parlé de cela, nous avions bien noté que de toute façon, les indicateurs de profitabilité des crédits immobiliers, quelle que soit la manière dont on les prenne, montraient une dégradation. Que cette dégradation, elle n'était pas nouvelle, que cette dégradation a été intervenue depuis à peu près 6 mois, 8 mois. Donc ça signifie que les établissements de crédit, je vais dire, sont des entreprises comme les autres et beaucoup plus exposées que les autres aux perturbations de l'environnement international et aux perturbations qui se trouvent sur les marchés financiers internationaux. Donc cette petite bosse, c'est l'expression de cela, c'est-à-dire que on l'a déjà vu par le passé, tous les établissements ne réagissent pas de la même façon en termes de stratégie de taux, stratégie commerciale d'affichage de taux. Il y en a qui vont plus vite que d'autres, il y en a qui communiquent plus que d'autres, il y en a qui le font sans rien dire, il y en a qui disent rien et qui ne le font pas.
Bon, tout ça a une conséquence. Eh bien, on pense que le 2 points de base du mois d'avril n'est pas une baisse qui va durer. Voilà. Donc, à partir de là, on va avoir un petit truc, une petite piqûre de fin de printemps. Mais que cette petite piqûre de fin de printemps, je dirais, c'est un peu la réponse logique que les directions des risques dans les établissements ont. Et c'est normal, surréagir par rapport à un risque ambiant qui est de nature à déstabiliser l'équilibre d'un établissement. Mais une fois que cela sera rentré dans, je ne vais pas dire dans l'ordre, dans moins de désordre, eh bien, et c'est un peu le sens du scénario, peut-être que finalement nous retrouverons le rôle et la place des fondamentaux. Et le rôle et la place des fondamentaux, en gros, c'est 3,05 points pour les taux. Très bien, merci Michel. On a aussi une question d'Étienne qui, donc bonjour, merci pour cette présentation et votre éclairage. Michel Mouillard a-t-il un commentaire sur la note récente donc d'avril 2025 de la direction du Trésor sur les effets de l'encadrement des conditions d'octroi de crédit immobilier, donc le fameux HCSF. Cette évaluation révèle que la mesure a permis de baisser le taux d'effort moyen en contrepartie d'une hausse de la durée moyenne des emprunts. Donc, bon. Oui, bien sûr. Je crois qu'on est parfaitement d'accord. Moi, je vais vous dire la chose suivante. Les taux d'effort, ils sont bêtes. Ils sont d'autant plus élevés que les ménages modestes sont nombreux sur le marché. Donc, ça signifie que si vous évincez une partie des ménages modestes du marché ou des ménages faiblement dotés en apport personnel, eh bien, du même coup, vous améliorez les taux d'effort de tout le monde. Et nous sommes bien d'accord que en 2024, déjà, les taux d'effort baissaient. Ils avaient commencé à rebaisser en 2023. Est-ce que cela est dû à la mise en œuvre de la recommandation du HCSF? Oui, si l'objectif de la recommandation, c'était de réserver l'accès au crédit aux ménages qui étaient les ménages aisés et fortement dotés en apport personnel. Sinon, eh bien, ça signifie que la recommandation a cassé la dynamique, qui était la dynamique d'ouverture des marchés du crédit qu'on avait pu connaître pendant près de 30 ans, depuis la levée de l'encadrement du crédit de 1987 et jusqu'alors, et qui permettait d'élargir l'accès au crédit à des catégories de ménages de plus en plus modestes, sans pour autant que cela n'ait déstabilisé le système bancaire et financier français. On le voit bien au travers, par exemple, d'un indicateur qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est suivi et notamment qui donne lieu à une publication mensuelle de la Banque de France. La situation des commissions de surendettement. Voilà, on voit bien que le nombre de ménages surendettés est un nombre qui, certes, en niveau absolu, hésite parfois d'un mois sur l'autre, d'un trimestre sur l'autre, mais quand on regarde depuis, par exemple, 2015, le pourcentage de ménages détenant un crédit immobilier en commission de surendettement n'a jamais été aussi bas. Pour mémoire, si on rapporte le nombre de dossiers de surendettement au nombre de ménages détenant un crédit immobilier, on doit être sur 0,06%. Donc, je vous l'arrondis à 0,1%. On ne peut pas véritablement dire qu'il y a un risque systémique de surendettement des ménages. Et d'ailleurs, aucun des grands indicateurs concernant l'évolution de la sinistralité
de la dette immobilière n'a montré d'évolution préoccupante au cours des derniers mois. Et pourtant, alors on va dire, oui, ça, je fais confiance à la direction du Trésor ou à la Banque de France pour expliquer que cela est bien la conséquence de la mise en œuvre de la recommandation du HCSF. Merci Michel. Je vois plus d'autres questions à traiter. Si nous n'avons plus de questions, moi, il me reste surtout déjà à vous remercier, professeur, pour cet éclairage. Eh ben, merci d'être venu. Hein. Moi, c'est un plaisir. Hein. C'est un plaisir de venir vous retrouver à Brest, vous le savez. En plus, il fait très beau. Ah ça, donc, à la différence de ce que les méchantes langues racontent généralement. Exactement. Donc, non. Dans cette phase de conclusion, on se laisse la chance d'avoir une petite question additionnelle le cas échéant. Mais voilà, donc c'est un vrai plaisir. C'est un éclairage toujours très utile que vous nous apportez. Comme je le disais en introduction, on a toujours des commentaires parfois contradictoires sur ce marché de l'immobilier. On a un marché qui rentre dans une période, on le voit, vous avez bien qualifié cette période d'incertitude finalement qui s'ouvre devant nous, mais j'en retiens qu'on ne sera pas sur un dynamisme démesuré, mais pour autant, il n'y a pas d'inquiétude particulière, pas d'inquiétude particulière non plus sur ce marché du crédit de l'immobilier. Voilà. Écoutez, moi, je vous remercie également toutes et tous d'avoir participé au travers de vos questions, d'avoir assisté à cette seconde conférence de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Et puis, on se retrouvera plutôt maintenant à la rentrée septembre pour notre troisième conférence. Ça sera probablement début octobre ou je ne sais pas si la date est déjà fixée. Juillet, excusez-moi. J'étais déjà parti en vacances. Donc en juillet, on se retrouvera en juillet pour parler du premier semestre et de notre observatoire. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine et puis à très bientôt. Merci Michel. À bientôt.